En manchette cette semaine, une première conférence organisée par le comité 21 de Vaudreuil-Soulanges. La députée de Vaudreuil annonce une aide financière pour l'église Sainte-Jeanne de Chantal. Et défaite crève-cœur, les Mustangs éliminés des séries. Bienvenue à votre hebdo régional. Retour sur la conférence de Paris dans la région. En effet, le 23 mars dernier avait lieu au Château Vaudreuil le premier midi-conférence du comité 21 régional de Vaudreuil-Soulanges. 2 conférences portant sur les impacts des enjeux climatiques ont été présentées. Tout d'abord, Daniel Goyette, président de CAT Transport, a expliqué comment l'industrie du transport peut faire pour diminuer son empreinte écologique. Puis, Lorraine Simard, secrétaire générale du Comité 21, a présenté le bilan de son intervention à la COP 21 à Paris dans le cadre des rencontres sur les enjeux climatiques de la société civile et des chefs des États. Le 21 mars dernier, la députée de Vaudreuil, Marie-Claude Nichols, a annoncé une aide financière de 70 000 $ pour soutenir le projet de restauration de la maçonnerie de l'église Sainte-Jeanne de Chantal à Notre-Dame de l'Île-Perrot. Je crois que cette subvention va nous aider d'abord à garder ce lieu au niveau patrimonial, que des générations futures puissent voir ce magnifique lieu, puissent le visiter. Je pense que nos efforts permettent aussi de léguer aux générations futures un héritage spirituel, historique et architectural, artistique aussi, que contient l'ADN du Québec. Depuis 1774, les habitants et paroissiens de l'Île-Perrot ont défrayé les coûts de construction et d'agrandissement de l'église et continuent à pourvoir à son entretien, car c'est l'édifice de pierre le plus ancien et le plus imposant érigé à l'ouest de Montréal. La saison des Mustangs est bel et bien terminée. Dans une série 4 de 7, où les 2 organisations s'attendaient à une longue bataille, les Mustangs se sont finalement inclinés en 4 matchs face à l'Inuk, vendredi le 18 mars au centre sportif Léonard-Grondin de Granby. Durant les prochaines semaines, l'organisation se réunira afin de faire le bilan de la saison 2015-2016 dans le but de déterminer les besoins futurs et de préparer la prochaine séance de repêchage prévue à Bromont au courant de l'été. La ville de Saint-Lazare et le complexe sportif Saint-Lazare ont tous 2 choisi de mettre un terme au contrat pour l'utilisation de la glace et du terrain sportif. Selon l'entente signée en 2005, la ville garantissait annuellement l'achat d'heures pour l'utilisation des lieux. Le maire Robert Grimaudeau précise que l'expérience des 10 dernières années démontre qu'ils ne peuvent prédire l'utilisation réelle par les organismes ni en garantir la revente. La ville cumule annuellement un déficit d'environ 148 000 $, soit 1,4 million sur 10 ans, pour des heures non utilisées. Toujours selon le maire Grimaudeau, ce montant pourrait être considéré comme une subvention déguisée. La ville est à revoir une nouvelle entente plus flexible, à court ou moyen terme, qui répond davantage aux besoins des contribuables. Après 25 années de service, la ville de Vaudreuil-Dorion annonce le départ à la retraite de l'ingénieur Michel Vaillancourt, directeur du service du développement et de l'aménagement du territoire. Reconnu pour son dévouement, Michel Vaillancourt a notamment contribué à la réalisation d'importants projets tels que la construction de la bibliothèque municipale et l'aménagement du boulevard de la Gare. Le maire Guy Pilon souligne que Michel Vaillancourt a participé activement à faire de Vaudreuil-Dorion un milieu de vie prospère qui attire de nombreux citoyens et entreprises. Afin de relever le défi santé, la Ville de Pincourt a mis sur pied plusieurs activités conçues spécialement pour la durée du défi, soit du 31 mars au 11 mai. Le coup d'envoi du défi santé a débuté avec la marche du maire le 31 mars dernier à l'Omnicentre. En participant ainsi au volet municipalité et famille du défi, la Ville de Pincourt souhaite encourager ses citoyens à adopter un mode de vie physiquement actif et une saine alimentation. Pour la durée du défi, la Ville met ses infrastructures à la disposition de ses citoyens
pour leur permettre d'atteindre leur objectif 30, soit de pratiquer au moins 30 minutes d'activité physique par jour. La Bibliothèque de Vaudreuil-Dorion propose du 31 mars au 19 mai des soirées Donjons et Dragons. Animée par le maître de jeu Dominique Duval, cette activité se déroulera sur une période de 8 semaines consécutives et s'adresse tant aux néophytes qu'aux vétérans intéressés par ce jeu de rôle de genre médiéval fantastique. Le Réseau des femmes d'affaires du Québec Montérégie-Ouest ont organisé le 21 mars dernier au Pacini à Vaudreuil-Dorion un souper-conférence sur le thème « Comment réussir dans un monde d'hommes ». 4 panélistes ont échangé sur le sujet en partageant leur expérience et en répondant aux questions à la 50aine de femmes qui se sont déplacées pour l'occasion. Réunis en conférence de presse le 21 mars dernier, plusieurs producteurs agricoles de la Montérégie ont annoncé le lancement d'une pétition afin d'avoir accès à des programmes de sécurité du revenu. À l'heure actuelle, la Financière agricole du Québec demande aux agriculteurs de faire un choix entre les programmes d'ASRA et les programmes d'Agri-Québec. Or, cela signifie pour certains d'entre eux qu'ils n'auront plus accès à un programme de sécurité du revenu ou recevront peu ou pas de compensation. Alain Laflamme, instigateur de la pétition, déclare qu'il faut plutôt stimuler les investissements sur les entreprises agricoles pour rehausser la productivité. La pétition est disponible sur le site Internet et la page Facebook de la Fédération de l'UPA de la Montérégie. Le 23 mars dernier, le passionné d'ornithologie Michel Juteau était de passage à la bibliothèque de Pincourt pour donner une conférence sur les oiseaux de proie du Québec. Appuyé de plus de 200 photos d'aigles, de buses, d'éperviers et de faucons en plein vol ou perchés, il a présenté les principales caractéristiques des oiseaux de proie pour permettre de les reconnaître. Le 14 mars dernier, l'honorable Ken Hurl, ministre des Anciens combattants, ainsi que plusieurs autres députés ont visité l'hôpital de Sainte-Anne-de-Bellevue quelques semaines avant la prise en charge de cet hôpital par le gouvernement du Québec qui est prévu pour le 1er avril. Dans les années 1960, lorsque le régime d'assurance maladie a été mis en place, le gouvernement fédéral a commencé à céder ses 18 hôpitaux aux provinces. L'hôpital Sainte-Anne sera le dernier à être transféré. Le transfert permettra à l'hôpital de mettre son expertise distincte en matière de soins de longue durée à la disposition des membres de la communauté. Le 21 mars dernier, la Fondation de la Maison de soins palliatifs de Vaudreuil-Soulanges a tenu une conférence de presse pour officiellement lancer la marche Bourassa-Boyer qui aura lieu au parc de la Maison Valois à Vaudreuil-Dorion le dimanche 1er mai. Sous le thème « La santé et le bien-être », la Fondation y a présenté la programmation de la 5e édition de la marche et les diverses façons qu'une personne peut appuyer la cause. La Fondation de la Maison de soins palliatifs doit amasser 1,4 million de dollars chaque année pour être en mesure d'offrir des soins palliatifs gratuits à la population de Vaudreuil-Soulanges et de ses environs. Depuis janvier, la MRC de Vaudreuil-Soulanges et le Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Ouest ont lancé le programme Accès loisirs Vaudreuil-Soulanges. Inspiré d'un modèle déjà implanté dans plusieurs régions du Québec, le programme recueille des places gratuites à des activités offertes par des organisations sportives, culturelles et récréatives. Les derniers chiffres de la Direction de santé publique indiquent que plus de 8 000 résidents dans Vaudreuil-Soulanges vivent actuellement sous le seuil de faible revenu. La pratique d'activités sportives, culturelles ou de plein air permet de socialiser, de briser l'isolement et de développer des aptitudes qui rehaussent la qualité de vie des citoyens. Le 25 mars dernier, le Musée régional de Vaudreuil-Soulanges a présenté une conférence sur l'œuvre radiophonique de Félix Leclerc dans le cadre de l'exposition Fréquence radio. Le public a été invité à assister à la présentation du journaliste Luc Dupont, qui s'intéresse particulièrement à l'histoire de la radio au Québec. Selon lui, la vie publique de Félix Leclerc n'a commencé ni à la chanson ni au théâtre,
mais à la radio. Pour l'occasion, il a réussi à obtenir de la part de Radio-Canada 2 extraits d'émissions de radio écrites par Félix datant des années 40. Le Musée de Société des Deux-Rives a reçu un don de 5 000 $ du regroupement Coton 46 et 5 000 $ de la MRC de Beauharnois-Salaberry pour la réalisation d'un livre sur l'impact et l'importance de l'usine Montreal Cotton dans le développement de la région. Cette édition regroupera une dizaine d'auteurs autour de thématiques qui permettront de voir l'histoire de la Montreal Cotton sous un autre angle, notamment la transformation du territoire et l'impact de l'industrialisation. Pour le musée, la réalisation de ce livre démontre l'importance de cet héritage patrimonial. Dans le cadre du 165e anniversaire du Collège Bourget et du 20e anniversaire de son secteur primaire, des élèves de la maternelle à la 4e secondaire ont été sélectionnés par leur enseignant d'art plastique pour participer à la création d'une œuvre avec l'artiste émailleur sur cuivre Bernard Séguin-Poirier. Les créations des élèves seront assemblées sous forme de mural qui sera exposé au collège. Toujours au sujet du Collège Bourget, des élèves du groupe Parcours Passion Art ont organisé un vernissage de l'exposition Avatar à la Bibliothèque municipale de Rigaud le 22 mars dernier. L'exposition Avatar sera en vigueur jusqu'au 11 mai. Voici ce qui met un terme à votre bulletin de nouvelles régionales. Restez avec nous car tout de suite après la pause, je reçois le professeur Bernard Duprier. Il viendra nous parler comment faire pour améliorer sa qualité de français écrit. À tout de suite. Pour trouver des signes de l'évolution, il ne faut pas chercher bien loin. Suffit de plonger. Nos mers et océans regorgent de ces manifestations. Cette évolution a permis aux espèces marines de traverser l'épreuve du temps. Une carapace contre les prédateurs, une immense gueule pour aspirer le krill, une contre-attaque surprise qui permet de s'enfuir en vitesse. Et maintenant, voici le dernier signe de cette évolution, les lunettes Poisson Vision. Avec elles, voyez la destruction sous-marine en direct de votre supermarché. Voilà qui convainc d'agir. Des lunettes Poisson Vision, mises au point par de véritables poissons. Vous voulez savoir d'où proviennent les poissons de votre supermarché? Une seule solution, les lunettes Poisson Vision. Quelles aubaines au comptoir des poissons! Maintenant, enfilez vos lunettes Poisson Vision et le tour est joué. En un coup d'œil, faites la découverte du chalutage de fond, une technique de pêche qui consiste à racler le fond des mers. Elle tue et blesse des milliers d'organismes marins sous son passage. C'est en couper le souffle. Quoi de mieux qu'un bon filet de morue? Mais oh là, attention, portez vos lunettes. Vous verrez vous aussi les prix accessoires. Sachez que lorsque ce filet de morue a été pêché, des milliers d'autres espèces marines ont en même temps été retirées inutilement des eaux dans un immense filet. Au revoir, prix accessoires. Quel bel étalage de poissons, n'est-ce pas? Et pourquoi pas avec les lunettes? Nous voilà témoins de la surpêche, un comportement typique de l'homme. Vous verrez que les 3/4 des stocks de poissons sont pêchés à pleine capacité ou surpêchés. Impressionnant! Comme ils ont l'air appétissants ces morceaux de saumon et de crevettes. Mais grâce à vos lunettes Poisson Vision, en un clin d'œil, vous verrez qu'ils sont élevés avec de grandes quantités de pesticides et de produits chimiques. Ces saumons deviennent porteurs de parasites qui détruisent les populations de poissons sauvages. Lors de votre prochaine visite au supermarché, n'oubliez surtout pas vos lunettes Poisson Vision. Faites la lumière vous aussi sur ce qui se passe vraiment dans nos océans. Et agissez pour arrêter la destruction. Faites votre part. Demandez à votre supermarché de protéger les océans. Aujourd'hui, je reçois Bernard Duprier pour nous parler d'un organisme d'enseignement CAFE, soit le cours autodidactique du français écrit. Bonjour, M. Duprier. Merci. Bonjour, monsieur, ça va? Ça va bien? Ça va fort bien, mais vous-même? Je vais bien, mais qu'est-ce qu'un cours autodidactique du français écrit? Tout le monde tique sur le mot autodidactique. Qu'est-ce que c'est? Parce que c'est un qualificatif. Autodidactique, c'est quelque chose qui a la qualité de l'autodidaxie. Et ce n'est pas un autodidacte, parce que ça, c'est une personne qui pratique
l'autodidaxie. Et ça, cet organisme d'enseignement-là a vu le jour il y a très longtemps, il y a plus de 30 ans. Il a vu le jour il y a plus de 30 ans à l'Université de Montréal, quand j'étais professeur et qu'on m'avait chargé d'enseigner le français correct à 200 étudiants d'un coup, 2 fois par année, dans un auditoire. Alors vous avez démarré cet organisme d'enseignement-là. Non, pas tout de suite. À ce moment-là, j'ai été bloqué comme tous les profs devant une classe parce que je pouvais aborder n'importe quel sujet. Tout le monde le savait déjà. Il n'y avait que 10% qui faisaient cette faute-là. Mais ce n'était jamais les mêmes 10% d'après les fautes que je touchais. Et donc j'étais obligé, si je voulais vraiment rejoindre tout le monde, de faire un questionnaire avec au moins 100 questions, de façon que je touche tous les points de divergence possibles et rejoindre les fautes précisément de chaque étudiant qui n'étaient jamais les mêmes. Ah, et là, vous avez conçu des manuels de ces 100 questions-là. Voilà. Que vous distribuez. Et chaque semaine, j'amenais 100 nouvelles questions et ils devaient répondre, pointer, et après, on expliquait les fautes. Mais ça, c'est donc le premier état du cours qui est devenu alors une petite publication dont je vous ai d'ailleurs apporté ici un exemple parce que c'était assez amusant. C'est sous la forme de Mondrian. On avait conçu la méthode de façon qu'ici, à gauche de chaque page, à droite de chaque page, on trouve une question avec un trou. Ils devaient donc répondre, et s'ils se trompaient, ils allaient le savoir. Et immédiatement, en tournant la page, ils avaient les bonnes réponses, ils voyaient s'ils s'étaient trompés, et ils avaient une petite explication qui leur donnait la règle. Et ça, c'est avant même l'Internet, pardon. Mais ça, c'est en 66. En 66. Alors que même les ordinateurs n'existaient pas. Alors, vous avez rédigé ces manuels-là, ces livres-là. Il y en a 2 comme ça, que Jacques Hébert a pris aux éditions du jour, et qui ont eu immédiatement un très gros succès. On a réédité chaque année, immédiatement. Tout le monde se jetait là-dessus, parce qu'au Québec, tout le monde était persuadé, à juste titre, que l'accès à la langue et à la maîtrise de la langue, c'était une nécessité collective. Tout le monde commençait à sentir la possibilité de devenir présent dans le monde par l'intermédiaire d'un ralliement au français. Dites-moi, aujourd'hui, on peut suivre ces cours autodidactiques sur les sites, sur Internet. Et dans les manuels. Et dans les manuels. Et ça s'adresse à encore. qui? Ça s'adresse à qui, ces cours-là? À monsieur, madame, tout le monde? À des gens qui veulent peaufiner, des gens qui veulent... Il y a des niveaux, j'imagine? Est-ce qu'il y a des niveaux de... On a été obligé, étant donné la masse de données et leur diversification, de faire un ajustement d'après les niveaux, comme vous dites. Oui. Et donc, on a eu au moins 10 niveaux différents qu'on a ensuite triés. Tout ce qui était absolument inférieur et des gens qui ne connaissaient rien au français et qui faisaient des fautes comme des maisons, on a laissé tomber parce que ça pouvait être n'importe quoi. Alors vous avez commencé à un niveau... On a commencé à un niveau minimal, qui est le niveau 1 que nous appelons les bases. Les bases. Et on peut se rendre à un niveau supérieur. Et après, il y a un deuxième niveau qui est lui aussi subdivisé en 3 étapes, mais tous ces niveaux, finalement, il y en a grosso modo 3 cahiers qui sont le cahier 1, les bases, le cahier 2, les obstacles, et le cahier 3, la haute voltige. Comment on fait pour connaître son niveau? À quel niveau, moi, je suis rendu de français? Est-ce qu'il y a des tests qu'on peut faire? Ah, il n'y a rien de plus facile. C'est la première chose qu'on vous invite à faire. Quand vous allez sur Autodidactique et que vous tombez sur la page d'accueil du café, www.café.edu, une fois que vous êtes là, il y a une petite tasse de café à gauche qui s'appelle « Test d'orientation ». Et là, vous cliquez là-dessus et on vous donne tout de suite des questions et vous répondez tout de suite. Ça prend un quart d'heure pour répondre à 50 questions. 50 questions. Et vous êtes immédiatement testé sur 10 points de vue différents. Pas seulement l'orthographe, mais aussi la syntaxe, la morphologie, les formes, les accords, le vocabulaire, les anglicismes, le style, tous les 10 aspects. Et alors, non seulement vous avez tout de suite la réponse, et vous savez tout de suite si vous devez aller au niveau 1, au niveau 2, au niveau 3, pour vous inscrire, mais en plus, on peut vous calculer là-dessus la durée de votre apprentissage pour chaque chapitre. Parce que s'il y a des chapitres où vous êtes très fort, ça prend beaucoup moins de temps. Est-ce que ça coûte quelque chose pour faire ce test-là?
Non, le test ne coûte rien. Ne coûte rien. Mais le cours lui-même... Oui, il y a des frais. Non, mais c'est parce qu'il y a tout un suivi. Il y a un tuteur qui va vous prendre en charge, qui va vous dire maintenant vous faites une révision, maintenant vous faites une proposition, maintenant, etc. Et après 9 étapes, 10 étapes comme ça, on arrive en 3 mois à un diplôme et une attestation. En 3 mois. Et tout ça coûte 150 $, ce qui est moins cher que la plupart des cours de français ailleurs. Et qui sont reconnus, j'imagine, ces attestations-là? Ah, qui sont reconnus par la Soféduc, c'est elle qui les attribue, la Société d'éducation continue pour le Québec. Et moi, si je m'inscris comme ça pour être accompagné, est-ce qu'on reçoit des manuels papier comme ça à la maison? Oui, vous les recevez. Ça ne se fait pas seulement sur Internet. Sur Internet, c'est surtout le test, c'est ça? De toute façon, vous recevez le cahier. Toujours. Même si vous êtes sur Internet, pour faire vos révisions. On reçoit le cahier par la poste. Parce qu'on ne peut pas faire ses révisions sur Internet. J'ai remarqué, parce que je suis allé sur la page d'accueil de ce site-là, et qu'on parlait beaucoup de l'aspect culturel des différents pays francophones. Ça veut dire que moi, si je suis originaire de la France ou de la Suisse ou de la Belgique, mon français peut diverger légèrement. Exactement. Alors ça, c'est pris en considération également la provenance de l'étudiant, de son pays d'origine, de la francophonie. C'est-à-dire qu'il n'y a rien d'automatique là-dedans. Ça a dû être fabriqué point par point sur chaque divergence. Oui. Et donc, nous avons 10 000 questions qui sont en expérimentation dans tous les pays de la francophonie. Et ça a demandé des subsides énormes de la part d'abord de l'AGDI. Ensuite, l'Université de Montréal a fait ce qu'elle pouvait, mais c'est surtout le gouvernement français et là, il y a le ministère de l'Éducation et le ministère des Affaires étrangères qui ont versé des millions et qui nous ont envoyés en mission à toutes sortes d'endroits, surtout en Afrique, parce que leur idée, c'était de diffuser le français en Afrique. Et donc, on a fait de l'expérimentation et on a fait des tas de tableaux avec le calcul exact des besoins d'après chaque pays. Et on s'est rendu compte que c'était différent de pays à pays. Que les pays de langue bantoue, il y avait une base d'erreurs qui leur était commune, mais que d'autres langues africaines avaient un autre type de divergence. Et que c'était les interférences entre langues qu'il fallait étudier exactement avant de pouvoir faire une micrograduation des difficultés et d'apporter à l'étudiant la réponse qui convenait au problème qu'il était capable de comprendre tout de suite, sans explication. Dites-moi, M. Duprier, dans la région de Vaudreuil-Soulanges, on sait qu'il y a 60 % de population qui est de langue française et d'autres qui est de langue anglophone. Et on a beaucoup de nouveaux arrivants ici. Comment un outil comme Café peut aider nos résidents ici dans Vaudreuil-Soulanges? Eh bien, je crois que la différence n'est pas très grande entre cette région-là et d'autres régions du Québec où on a aussi une majorité de francophones, mais une minorité d'anglophones et une minorité plus réduite encore, mais parfois non, ça dépend des endroits en ville, par exemple, où ce sont au contraire des gens d'origine étrangère. Alors, c'est justement dans des cas comme ça que notre méthode est intéressante, puisqu'il y a moyen de distinguer, d'après le type d'étudiant, quels sont ses besoins et de lui attribuer un contenu d'après le niveau qui est le sien dans ce type de besoin-là. Mais j'ai encore un détail, si ça vous intéresse. Un autre détail? Oui. Lequel? C'est qu'il y a à Très-Saint-Rédempteur, donc tout près d'ici, quelqu'un qui a participé étroitement à la fabrication, à la conception et à la réalisation du cours depuis les débuts. Et qui est l'inventeur des formules mathématiques qui ont permis de calculer tous les niveaux sur lesquels nous nous basons. On peut savoir son nom? Ce n'est pas moi, parce que moi, je n'ai jamais rien compris et connu dans ce domaine-là. C'est M. Molland, c'est Normand Molland, oui, qui travaille actuellement avec la coop, c'est sûr, de Très-Saint-Rédempteur, mais qui, depuis 1970 environ, participe d'abord à une équipe de recherche en statistique de l'Université de Montréal pour créer les algorithmes, et par la suite, c'est lui qui a entretenu tous les logiciels et qui a ensuite hébergé nos serveurs et qui maintenant continue à développer avec moi les nouveaux cours qui prennent une nouvelle forme. D'ailleurs, c'est la forme
des androïdes, c'est de pouvoir mettre tous ces contenus-là sur des petits appareils et que tout se réduise à une phrase ou deux chaque fois. Un gros travail en perspective. Un gros travail qui est presque achevé, terminé. On y travaille depuis 10 ans déjà. Monsieur Duprier, vous avez évalué à travers cet organisme d'enseignement-là que le taux d'apprentissage était plus élevé que dans un cours ordinaire. Absolument. Et ça, vous l'observez toujours? Oui, c'est très facile à observer parce qu'on s'aperçoit que l'étudiant, si on lui enseigne quelque chose au moment où il se pose justement cette question-là, il la retient tout de suite. Il en a besoin pour la suite de son existence. Il s'en sert, il y repense constamment. Mais tout ce qu'on va lui enseigner, soit qu'il le sache déjà parce qu'il l'a appris un peu autrement et il s'en est rendu compte, mais qu'il ne sait pas en avoir une idée claire, c'est trop tard, ça ne sert plus à rien. Et tout ce qu'on va lui enseigner à l'avance, comme on fait tout le temps, comme en mathématiques et partout, c'est-à-dire des questions qu'il ne s'est jamais posées et il ne sait même pas à quoi ça répond, toutes les réponses qu'on lui enseigne en mathématiques ou ailleurs, ou en physique, etc. Tandis que nous avons une méthode qui permet d'aller chercher les besoins de chaque étudiant et d'adapter la question à la question qu'il se pose à ce moment-là. Et si on place toutes les questions dans une micrograduation échelonnée d'après les difficultés de la question et d'après les compétences qui augmentent sans cesse de l'étudiant, on a un apprentissage dans lequel toutes les formules du genre « très bien, continue, bravo », toutes les formules tout le blabla pédagogique qui est tout le temps le même partout et dont les étudiants en ont tellement marre qu'ils préfèrent quitter les études que de continuer, et tout l'absentéisme, tout ça disparaît radicalement si on comprenait que l'apprentissage doit être autodidactique et non pas hétérodidactique, c'est-à-dire professoral. Il faut supprimer le professeur. Il faut que ce soit l'étudiant qui devienne son propre professeur, mais pour ça, il faut que les professeurs se mettent tous ensemble, qu'ils réunissent toutes les fautes possibles, que tout ça soit trié par des méthodes statistiques, et à ce moment-là, on arrive à quelque chose de parfait. Très élevés. Voilà. Il n'y a plus d'échecs, 0,2%, et il n'y a plus d'abandon. Effectivement. Je vous remercie de vous être déplacé. Merci beaucoup. Tout l'honneur est pour moi. Voilà ce qui met un terme à notre entrevue. Je vous invite la semaine prochaine à un autre hebdo régional. D'ici là, portez-vous bien.